Comment est-ce que vous réagissez justement à cette montée du RN, presque aux portes de Matignon? Moi, je pense que la société française, elle traverse une crise d'identité en elle-même. Et ça vient d'où justement? Ça vient, vous savez, en période de crise, les extrêmes prennent toujours le dessus. Quand vous voyez l'histoire de l'Europe, et même la Révolution française, il y avait une crise. Et après la Révolution, on a vu les exécutions qui ont suivi. C'est ça. C'est à partir de là que tout part, en fait. Mais quand on voit même en Europe, au début, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a une crise en Allemagne. C'est cette crise-là qui fait advenir le parti nazi au pouvoir. C'est ça. Et aujourd'hui, quand vous écoutez un monsieur comme Jordan Bardella, moi, je serai à la place de Sarah, je vais nuancer, en fait. Parce que pour moi, il y a l'argumentaire politique des campagnes et il y a la réalité du pouvoir. Madame Meloni, c'est le plus gros exemple. Exactement. Elle tenait pratiquement les mêmes discours. Mais quand elle est arrivée à la présidence du Conseil, on a réellement vu que face à la réalité du pouvoir, il y a une grosse évolution, il y a un gros écart entre la campagne électorale où vous stigmatisez des gens, vous stigmatisez une partie de votre population. Mais quand vous arrivez, vous représentez la République. Vous ne représentez plus un parti politique. Vous dites, Barry, que si Jordan Bardella arrivait donc à se poser à Matignon, il ne pourrait pas mettre ces réformes en place, c'est ce que vous dites, à cause de la real politique? Mais je veux dire que la France, c'est une république. Il y a des institutions. Il y a des lois. S'il veut les faire passer, le Conseil constitutionnel va agir. Il y a le Conseil d'État. Donc, ce n'est pas lui, Bardella, qui va venir bouleverser tous ces fondements-là. Moi, Bardella, en fait, c'est Macron. C'est Macron, excusez-moi. Ce sont les médias qui ont fabriqué Bardella. Macron qui a eu de la peine, en tout cas, dans ces élections. Mais Macron, c'était la même chose. Quel était le vécu politique de Macron avant son arrivée comme secrétaire général adjoint à l'Élysée? Ce sont les débats. Vous prenez M. Zemmour. Ce sont les médias qui leur ont donné une carrure. Mais quand vous verrez, on a vu la gestion de M. Macron. Et lui, et M. Sarkozy, et M. Hollande, à un moment donné, ont épousé certaines idéaux dans l'argumentaire, dans le narratif qu'ils produisaient de l'extrême droite pour essayer réellement de capter les électeurs de l'extrême droite. Et ça n'a fait que renforcer l'extrême droite. Très bien. Aujourd'hui, pour terminer, on est en démocratie. Ce sont les Français qui ont voté. Et je pense qu'ils ont voté sans appel, mais on verra la suite. Très bien. Daouda, votre commentaire? Je pense que c'est à un véritable tremblement de terre qu'on a assisté lors de ces élections législatives, le premier tour en France. Après cette percée du RN aux européennes, le président Emmanuel Macron a voulu redonner la parole aux Français. Il a redonné la parole aux Français et je pense que sur ce point, les Français lui ont répondu d'une façon très éloquente en donnant leur voix à plus de 33% au Rassemblement national. Parce que je parle de tremblement de terre, pourquoi? Parce que c'est un taux de participation record en France. Les observateurs français le disent eux-mêmes, on parle de 66,7%. Ce qui veut dire que sur 10 Français, il y a eu 7 Français qui sont allés voter. Et il faut ajouter à cela l'affaiblissement même de la mouvance présidentielle. Mais Daouda, si on revient sur le taux de participation, qu'est-ce que cela vous évoque? Mais ça veut dire que les gens avaient véritablement envie de changement. C'est ce que ça veut dire seulement parce que les années précédentes, quand on fait une analyse des chiffres, les gens n'allaient pas voter, mais cette fois-ci, il y a une crise profonde dont Barry parlait. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour revenir dans mon argumentaire, la montée en puissance du Rassemblement national peut s'expliquer. Et ça s'explique par 3 raisons, selon moi, de façon fondamentale. La première raison, c'est le mécontentement et la frustration d'une frange de la population française. Et les analyses pointent du doigt le mécontentement vers la gestion, la gouvernance de Macron. Parce que quand on regarde Emmanuel Macron qui a été élu, c'est pas quelqu'un qui a été élu parce qu'il était forcément aimé de tous, mais c'est une élection en griffe par défaut. Première chose. La deuxième chose, c'est la stratégie de communication très efficace du Rassemblement national. Avec le temps, ils sont arrivés à dédiaboliser le Rassemblement national dans les médias. Ils en parlent. Et donc aujourd'hui, regardons l'analyse des chiffres qui ont été donnés par IFOP, je pense que l'Institut de statistiques, de sondage. Mais regardez, ceux qui sont la classe moyenne et ceux qui sont un peu riches ont pour la plupart voté pour la droite ou bien pour l'extrême droite.
la grande masse populaire qui est des jeunes, qui est dans une situation un peu de précarité, on a vu que eux ils sont partis Front populaire. le Front populaire. Donc, du coup, la stratégie de communication du RN a marché. La troisième chose, là où je vais juger, c'est la faiblesse des partis traditionnels. Tout à fait. Pendant des années, la gauche et la droite peinent à avoir des programmes cohérents pour les Français. Première chose. Mais la deuxième chose, c'est les divisions en interne qui font que concrètement, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Et donc, du coup, ils laissent le champ libre à, comment on appelle ça, au Rassemblement national. Regardez hier, dès que les résultats sont tombés, vous avez, c'est pas pour ceux qui ont écouté Édouard Philippe du parti Horizon. Lui, il dit clairement, il appelle à faire barrage au Rassemblement national et à la France insoumise. Or, nous savons que dans le Front populaire, c'est la France insoumise qui est en griffe la figure de proue. Donc, techniquement, ça veut dire que dans certaines circonscriptions où le RN et la France insoumise seront là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant ce temps, la gauche, la droite, ils vont commencer à se diviser. Et hier même, je le disais encore, j'ai l'impression que dans tous les pays du monde, la gauche réagit tous partout de la même manière. En espérant que pour une fois, que cette union populaire dont a bénéficié Jacques Chirac, j'espère que pourra triompher cette fois-ci. En 7 jours, ils pourront. C'est toujours possible. Très bien. Alors, pas nécessairement. Malheureusement, j'aimerais être optimiste. Sarah n'est pas très confiante. Oui, parce que comme le soulignait très justement tout à l'heure Barry, le Front National, l'ancien Front National, le Rassemblement National est en constante évolution depuis maintenant 2002. En 2002, Jean-Marie Le Pen, qui était l'ancien président du Front National, avait marqué les esprits quand il est arrivé en 2002 au second tour. C'était incroyable. Contre Chirac, il était à 17%. Ensuite, il y a eu un grand barrage et Jacques Chirac, face à lui, avait obtenu plus de 80-85% des votes. C'était fantastique. C'était, voilà, 82%. C'était extraordinaire, mais c'était aussi un choc pour tous de voir le Front National aux portes du pouvoir. Je veux dire, au second tour des élections présidentielles, c'était quelque chose. Ensuite, la chose s'est répétée avec cette fois-ci Marine Le Pen, la fille, qui s'est présentée, c'était en 2012 et en 2017. Elle arrivait 2 fois de suite au premier tour des élections, aux portes. C'était beau. Et encore, on a fait barrage une fois, et encore, on a fait barrage 2 fois en soutenant Macron. Aujourd'hui, vous savez, le vote, je pense, du Front National n'est plus un vote de colère ou un vote de... C'est un vote d'adhésion. Ce n'est plus un vote de sanction, c'est un vote d'adhésion. Parce qu'ils ont des raisons... Ils sont décomplexés. Sur lesquelles ils sont complètement... Oui, ils sont décomplexés, mais surtout, ils ont, comme tu disais, Barry, tout à l'heure, les médias ont créé Bardella, d'accord? Alors, très bien. Alors, Sarah... Mais justement, pardon, juste pour revenir très rapidement sur ce point, c'est vrai qu'il pourrait arriver au pouvoir et être plus modéré, se présenter comme le Premier ministre des Français, parce que là, on est dans le législatif au présidentiel. Mais il y a quand même le fait que pendant des années, ces 20 dernières années, il n'y a pas que Bardella, avant lui, il y a eu Zemmour, etc. On a créé une fissure, on a créé une fracture au sein de la population. Alors Sarah, juste on va faire une pause parce qu'on a justement notre invité au téléphone, Monsieur François Durper. Je rappelle qu'il est historien, professeur à l'université Cergy Paris, et en 2015, il avait annoncé qu'un jour, voilà, le RN serait au pouvoir. Bonsoir, Monsieur Durper. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, la situation aujourd'hui en France, vous l'aviez, vous, annoncé dès 2015. Quels sont les signaux qui vous donnaient donc de quoi dire déjà en 2015 qu'en 2024, pas daté peut-être, mais qu'à un moment donné, le RN serait si proche d'avoir le pouvoir en France? C'est-à-dire qu'en 2015, alors vous avez rappelé que j'étais universitaire, mais j'étais aussi journaliste dans une chaîne info, enfin pour ne pas la citer, BFM TV, et j'avais constaté que parmi les journalistes politiques en France, il y avait une sorte de tabou. On n'osait pas en fait imaginer que le RN allait un jour prendre le pouvoir en France. Et néanmoins, j'ai entendu votre intéressant débat, vous l'avez rappelé, ça fait 40 ans que le RN progresse, le FN d'abord, le RN ensuite, et que finalement tous les plafonds de verre qu'on leur promettait ont sauté les uns après les autres. Ouais. Et je me posais la question de savoir pourquoi tous mes collègues, journalistes politiques, dans les plus grandes chaînes info françaises, n'osaient pas évoquer la possibilité qu'un jour le RN puisse être
en position de gouverner. Donc on avait effectivement sorti cette BD en 2015 qui s'appelle La Présidente, qui imaginait Marine Le Pen à l'Élysée, qui avait fait un gros succès en France, plus de 400 000 exemplaires, et on imaginait, c'est devenu une saga, ensuite il y a eu trois volumes, et on imaginait en fait Marine Le Pen à l'Élysée. Alors pourquoi? Tout simplement parce que dans tous les pays, vous avez cité l'idée de crise économique, sociale, de crise aussi mentale, morale. Et bien à chaque fois qu'il y a une crise, s'engouffre l'idée du bouc émissaire. C'est ça. Il n'y a pas eu de vague migratoire récente en France. Vous avez remarqué que la France a à peu près 12 millions d'immigrés, c'est-à-dire de gens qui sont nés à l'étranger et qui sont en France, d'ailleurs qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient devenus français, mais pas de vague récente. Contrairement par exemple à l'Allemagne, il n'y a pas eu de vague récente d'immigration en France. Et néanmoins, le discours du Front National et du Rassemblement National a progressé. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est deux choses. La première, c'est que on a fini par ne plus qualifier d'extrême droite le Rassemblement National. C'est-à-dire qu'à un moment, Marine Le Pen a dit le prochain politique ou le prochain journaliste qui dit extrême droite pour nous qualifier, je fais un procès. Alors, elle a fait très peu de procès, mais les journalistes sont exécutés et on n'a plus parlé d'extrême droite, très très peu. Et on l'a appelé Rassemblement National. Et puis le deuxième point, alors vous commentez et normalement la montée du RN, mais il y a un autre phénomène très important qui l'explique, c'est aujourd'hui la confusion institutionnelle. C'est la première fois qu'on a dans l'histoire de la Ve République un président, Emmanuel Macron, qui n'est à l'origine ni à droite ni à gauche, qui essaie cette tentative centriste. Or, comme il n'y a plus de bipolarité, bien, si vous voulez, le système de la Ve République ne peut plus fonctionner comme avant. Avant, on a soit un président et des législatives qui lui donnent une majorité, soit on a des cohabitations, j'allais dire, claires. 86, 93, 97, avec un président majorité présidentielle et un Premier ministre majorité parlementaire. Et là, on a maintenant une confusion institutionnelle qui est née du fait d'avoir un président ni à droite ni à gauche, avec aujourd'hui aujourd'hui une gauche très gauche et une droite très droite et un centre tout rabougri. Et finalement, le verre était un peu dans le fruit. Très bien. Il y a effectivement montée du RN, mais aussi confusion institutionnelle. Alors, dites-nous, Monsieur Durper, aujourd'hui, est-ce qu'en 7 jours, parce qu'il reste que 7 jours pour aller donc pour le second tour, est-ce qu'en 7 jours, la gauche pourrait reprendre de l'Est et puis avoir peut-être un Mélenchon comme Premier ministre? Alors, je vous donne juste de manière très courte un élément de réponse, parce que j'aime la prospective politique, mais en 7 jours, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a un élément de réponse. C'est que si le RN l'emportait dans 7 jours, les citoyens français savent déjà que le Premier ministre s'appellera Bardella. Mais si la gauche l'emporte, est-ce que vous pouvez me donner le nom du Premier ministre? Question. C'est une question, hein. C'est-à-dire que c'est une question que je vous pose. Il n'existe pas. Oui, je fais comme Mbappé, vous savez, il pose des questions aux journalistes qui lui posent des questions. Alors, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse parce Très bien. que Mélenchon n'est pas le candidat de toute cette gauche-là, et donc il n'y a pas pour l'instant de question. Un nom qui pourrait émerger. Et non, Monsieur Glucksmann, il n'a pas le coffre? Monsieur Glucksmann. Peut-être. Peut-être qu'il pourrait avoir le coffre. Mais vous pouvez me citer plusieurs noms. La question, c'est que les citoyens français, dans une volonté de clarté, est-ce qu'ils vont prendre le risque de voter pour une nébuleuse, une crise institutionnelle? Quel est le numéro de téléphone que compose Emmanuel Macron dans 7 jours si c'est la gauche qui l'emporte? Très bien. Alors, il va devoir appeler plusieurs personnes, je pense. La dernière interrogation pour nous, c'est quelles conséquences pour l'Afrique si le RN prend le pouvoir en France? Oui. Alors cette question, elle est, si vous me permettez, il y a 3 choses.
quelles conséquences pour les relations entre la France et les pays, les États africains. C'est cela. Alors là, j'allais dire qu'on n'en sait pas grand-chose parce que vous avez remarqué qu'à part une proposition en 2022 sur l'Union francophone, Marine Le Pen et le RN n'ont pas de projet africain. Donc, et d'ailleurs, ils essaient d'en faire une force en disant, puisqu'on ne sait pas quoi faire avec l'Afrique, les Africains seront débarrassés de nous puisqu'il n'y aura plus de France-Afrique, puisqu'on n'a pas de politique africaine. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur les citoyens africains en Afrique. Alors, la difficulté, évidemment, on la connaît, c'est la limitation de l'immigration à sa portion vraiment congrue. Et ça, c'est dans le programme du RN un élément très important. Alors, pas uniquement l'Afrique subsaharienne, mais vous savez que le RN veut supprimer l'accord migratoire France-Algérie 1968. Tout à fait. Donc là, ça sera quelque chose d'assez important. Et puis le troisième point, qui est le plus important, c'est sur les citoyens français africains. Les citoyens africains qui sont en France. Et là, c'est là où c'est le plus problématique. Alors, soit vous êtes un Africain de la diaspora et vous n'êtes pas de nationalité française. Et là, effectivement, les problèmes commencent, suppression de l'aide médicale d'État, enfin, plein de choses. Mais si vous êtes même un citoyen français de binationalité, et c'est là le plus problématique, c'est bien toutes les propositions en matière de suppression du droit du sol, de limitation d'un certain nombre de droits de binationaux. Je pense notamment aux métiers dits sensibles. Si vous voulez, là on met le doigt dans quand même une remise en cause profonde de l'état de droit. Très bien. La principale, j'allais dire, conséquence, elle est sur ces citoyens africains, qu'ils soient de nationalité française ou non, qui vivent en France. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur François Durper, de nous d'avoir éclairé nos lanternes. Merci beaucoup et assurément qu'on se reparlera après le second tour. Avec plaisir. Merci infiniment. Bon débat. Merci. Après donc avoir écouté notre invité, notre téléphone est ouvert. Si vous estimez avoir un point de vue, une contribution à ce débat sur ce sujet, n'hésitez pas à nous appeler. Alors Sarah, vous terminez et puis on va écouter également les autres. Alors je voulais juste un dernier point par rapport aux résultats, ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. C'est aussi une de vos questions. C'est ça. Aujourd'hui, donc, on a en tête le RN qui arrive avec 34%, ensuite le nouveau Front Populaire avec les presque 29% aujourd'hui, et ensemble le parti du pouvoir en place avec 22%. Donc les résultats aujourd'hui n'indiquent pas la composition de l'Assemblée nationale. On a voilà un pourcentage des voix qui sont cumulées à l'échelle nationale, mais tout va se jouer la semaine prochaine et au niveau des circonscriptions, c'est-à-dire des sorte de départementale, où il y aura des triangulaires. Triangulaires, c'est là où il y aura 3 partis qui arrivent en tête, donc 3 partis qui ont plus de 12,5%. À ce moment-là, il y aura un choix à faire, il y aura des désistements qui vont devoir se faire pour faire front face au Rassemblement national. Et là, on a plus de 200, entre 290, selon les dernières estimations, 290 à 320 triangulaires. C'est énorme. C'est-à-dire que dans toutes ces circonscriptions, tout peut arriver. Le Rassemblement national peut avoir une majorité simple, comme il peut avoir une majorité absolue, comme ça peut être le cas du nouveau Front Populaire, mais en cas de majorité absolue, ce qu'il faut noter quand même, c'est que Bardella sera automatiquement Premier ministre. Très bien. Élisée Boloubeu, alors avec cette configuration, je posais la question donc à notre invité au téléphone, quelle relation avec l'Afrique? Il disait, apparemment, il n'y aurait pas un projet africain, donc tant qu'à bien faire, les Africains seraient tranquilles chez eux. Comment est-ce que vous réagissez à cela? Moi, je n'y crois pas, franchement. Je pense que ça, c'est juste des discours de campagne. Quand on voit un peu ce que le continent africain représente pour plusieurs multinationales au niveau de la France, ça serait difficile de dire qu'on n'a pas de projet vraiment avec des pays africains. Je pense que ça, c'est juste des discours de campagne. Mais face à la réalité, c'est des choses qui vont très vite être oubliées. Parce que, je vais dire, l'ancrage aujourd'hui, au-delà même des multinationales, mais des relations entre la France et l'Afrique, c'est difficile qu'un parti vienne au pouvoir et qu'il te dise aujourd'hui, j'en veux pour preuve, quand le président Sarkozy arrive au pouvoir, on a son discours à Dakar. C'est ça. Quand le président Macron arrive, on a son discours, que ce soit à Ouagadougou ou bien même que ce soit à Abidjan et autres, tout ça, on a les discours. Mais quand on finit ces discours, regardons la réalité en face. Ils n'ont même pas bougé d'un iota.
à part les successives crises qui ont eu lieu avec les régimes militaires que nous connaissons, qui finalement les ont obligés à plier bagages, la réalité, elle est tout autre. Moi, je pense, hein, et c'est mon état d'esprit depuis quelques jours, je pense qu'il n'y a pas lieu à s'émouvoir, en fait. Oui, il n'y a pas lieu à s'émouvoir. Ça veut dire quoi, il n'y a pas lieu à s'émouvoir, Élysée? Non, le fait que le Rassemblement national aujourd'hui vienne, prenne le matillon et même peut-être prenne le pouvoir en France, il n'y a pas lieu à s'émouvoir. Vous savez, dans l'histoire... Non, moi je pense qu'il n'y a pas lieu à s'émouvoir. Non, il n'y a pas lieu à s'émouvoir dans la... Non, j'explique. Il n'y a pas lieu à s'émouvoir dans la mesure où c'est au thème d'un processus électoral bien défini. Donc la volonté des Français, c'est ça? Les Français ont décidé que le RN soit désormais au pouvoir en France. C'est le choix des Français. On doit s'y soumettre. Maintenant, comme je le dis, aujourd'hui, la dernière fois, je prends le comparatif Macron-Bardella. Quand vous regardez Macron, quand vous regardez Bardella, vous voyez un peu le cheminement de Macron. Macron, au bout de 9 ans aujourd'hui, est vos hégémonie. Tout le monde veut en découdre avec lui. Moi, je ne serais même pas surpris que même à la fin d'un premier mandat, on soit en train d'ostraciser Bardella. Donc vraiment, moi, je ne suis pas du tout surpris, en fait. Je ne suis pas du tout surpris. Barry, mais en même temps, le point d'Élysée, il dit c'est la volonté des Français. Sarah a dit tout doucement, ils se sont fait embobiner, mais en même temps, ils ont répondu oui à justement tout ce qu'on leur a dit. Est-ce que quelque part, les Français n'ont pas un peu peur pour leur identité, Barry? Comment est-ce que vous réagissez? Non, moi je pense pas que les Français aient réellement peur de leur identité. Vous savez, en politique, il y a l'art de la manipulation des masses. Il y a des gens, c'est leur savoir-faire. Produire des discours contextuels, le narratif est guerrier. Non, il faut que la France redevienne ce qu'elle était, la tradition judéo-chrétienne. Mais j'ai envie de leur dire que c'est méconnaître l'histoire même de la France. La France a quand même fait les 2 guerres mondiales avec des tirailleurs africains qui sont allés mourir au front pour la France. La France a des rapports avec l'Afrique du Nord. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour vous, ça veut dire que la France, elle est plurielle. Elle n'est plus cette France des Francs, des François Ier et autres. C'est une république, on est dans la 5e république française. Il y a des défis. Non, mais je reste avec vous. Quand vous dites la France, elle est plurielle, mais les Français disent aujourd'hui, nous voulons leur identité. Ils ont porté le projet de Bardella pour dire, nous voulons notre identité, nous voulons redevenir français. Je prends un peu de ces narratifs, avoir nos fêtes au village. Déjà, Barry, pour vous et Daouda, on va en parler. Bardella disait dans un discours, 44% de voitures volées sont du fait des étrangers. 38% des cambriolages et 31% de vols violents en France sont du fait des étrangers. Voici les éléments de langage qui disent aujourd'hui, attention, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'insécurité, au niveau de l'immigration légale ou illégale. Comment est-ce que justement vous réagissez à ce que les Français ont dit oui? Ils ont dit oui, ils ont voté 33%, Barry. Est-ce que vous avez suivi la gestion de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur? Oui. C'était pratiquement les mêmes choses, la crise de l'autorité, les banlieues, les ceci, les cela. Il est devenu président de la République. Il est rentré dans le rang. Parce qu'il y a un élément que les gens oublient souvent. C'est la France des services. Le patronat, il a son mot à dire dans la politique économique française. Les services de renseignement, la DGSE, la DGSI, la DRM, l'armée. Vous pensez que les gens, ils ne se projettent pas, ils ont des projections sur 20-30 ans. Récemment, si vous suivez l'actualité française, il y a l'ancien chef d'état-major, le général François Lecointre, qui a dit qu'il va falloir que dans 10 ans, les Français, les Européens reviennent en Afrique pour nettoyer en griffe le bordel. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des services en France. Monsieur Bardella, je le comprends, il est jeune, il doit avoir 28 ans. Il a 28 ans. Il ne connaît pas le passé colonial de la France peut-être. Ou bien il fait mine de ne pas connaître le passé colonial de la France. Donc il faut relativiser. Moi, je ne doute même pas une seule seconde qui ne pourra même pas faire passer une loi. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.